Bonjour et tout d'abord bonne année à tous, que 2023 vous amène tout ce que vous espérez personnellement et professionnellement. Première vidéo de cette année 2023, je reçois Sylvie Matelli, que vous connaissez bien, directrice adjointe de l'IRIS et économiste. Bonjour Sylvie. Bonjour Pascal, merci pour l'invitation. Bonne année à toi aussi et à tous tes auditeurs, Bon. et santé, etc. Et Alors, espérons stabilité géopolitique. oui, et alors sur le plan économique, est-ce que 2023 sera une bonne année? Parce que tout au long de 2022, il y a eu des nuages, des inquiétudes, on a parlé de récession, de crise de l'énergie, d'une crise verte mondiale. Est-ce que l'on est à l'aube d'une nouvelle crise économique mondiale avec une Europe qui tousse, une Chine au ralenti du fait du Covid, des États-Unis qui sont moins sur deux et un Sud en perspective globale? Vraiment, est-ce que 2023 est économiquement l'année de tous les dangers? Alors c'est une année effectivement où on aura un certain nombre de défis à relever, mais c'est difficile aujourd'hui de savoir si ces défis seront des difficultés et nous conduiront à la crise. L'année 2022 c'est plutôt mieux terminé que ce qu'on escomptait. On pensait qu'on allait finir sans se chauffer, sans chauffage en Europe en particulier, sans électricité. Il s'est avéré que on a passé ce cap-là. C'est pas l'hiver est pas terminé, les hivers suivants vont être difficiles, mais on a passé ce cap-là. Et sur le plan de la croissance, tout le monde anticipait une récession parce que, comme tu l'as très bien dit, la Chine ralentit, l'économie américaine avait ralenti également à l'été. L'économie américaine a évité la récession en cette fin d'année puisque la croissance économique a dépassé les 2,5%. Et donc, on est plutôt dans une logique de croissance positive, donc pas de récession puisque pour avoir une récession, il faut avoir 2 trimestres consécutifs de baisse de la croissance. Ça n'a pas été le cas. Donc, on termine l'année mieux que prévu. Est-ce que c'est de bon augure pour l'année 2023 ou pas? L'année 2023 nous le dira. Alors, venons-en tout de suite à l'Europe, ce qui nous concerne au premier chef. L'Europe, on lui reproche des fois de ne pas suffisamment soutenir l'Ukraine, mais elle a quand même changé un peu son modèle économique d'une énergie bon marché venant de Russie en soutien à l'Ukraine. Est-ce que l'Europe est vraiment en crise? Il y a quand même beaucoup d'inquiétudes. Le prix de l'énergie a augmenté dans des proportions très grandes dans certains secteurs. On voit des industriels qui préfèrent fermer temporairement leur usine que de continuer à produire à perte. Est-ce que vraiment c'est tout d'abord la crise européenne est d'abord une crise de l'énergie? Alors, dans le cas en économie, et encore plus quand on parle d'Europe, on a toujours plusieurs plans de regard. Si on regarde le premier plan, c'est vrai que l'Europe, aujourd'hui, est face à des défis majeurs, parce qu'il y a la guerre à ses portes, parce que ces divisions ont souvent pénalisé l'économie européenne, parce qu'il y a ces difficultés de l'énergie, une Europe qui a peut-être trop parié dans une mondialisation qui allait durer éternellement et qui nous garantissait des approvisionnements, en particulier en énergie, et qui s'est rendue finalement trop dépendante de ces approvisionnements et qui en subit aujourd'hui les conséquences. Mais si on regarde dans le temps long ce qu'est cette Union européenne, on s'aperçoit que c'est souvent face aux crises et aux crises les plus graves qu'elle a le mieux réagi et qu'elle a été la plus résiliente. Et c'est vrai que quand... Ça a été le cas après pour le Covid-19 notamment. Ça a été le cas pour le Covid-19, ça a été le cas à l'époque de Donald Trump et du Brexit, ça a été le cas, même si on remonte dans les années 70 avec la mise en place du système monétaire européen face à l'instabilité, au flottement des monnaies. Nombreux. On était un petit peu moins nombreux, c'est vrai, mais moi, petite anecdote, je rédigeais la semaine dernière un chapitre d'un ouvrage sur l'Europe, et c'est vrai que quand on se remet dans l'histoire de la construction européenne, on n'y comprend plus rien, c'est très compliqué. C'est d'ailleurs souvent ce que tout le monde dit. Et pourquoi c'est très compliqué? Eh bien parce que l'Europe a su, au fil des crises, réagir, faire des propositions, prendre des initiatives, et qu'aujourd'hui, on l'a vu avec le Brexit, combien c'est difficile de détricoter le projet européen et combien les conséquences à moyen terme de ce détricotage peuvent être néfastes. Eh bien, c'est tout simplement parce que l'Europe a construit un socle de protection, un socle d'accompagnement des politiques qui sont extrêmement porteuses et qui accompagnent vraiment les pays pendant les crises. Donc aujourd'hui, c'est difficile de savoir si l'Europe arrivera une fois de plus à saisir cette opportunité qu'est la crise que nous traversons, puisque dans le cas de la construction européenne, les crises ont souvent été des opportunités, ou si au contraire elle va sombrer et se diviser. Alors c'est vrai que quand on est 27 à négocier, ça prend un peu plus de temps, ça fait un peu plus de cacophonie que quand on est tout seul à décider. Il n'empêche qu'à la fin, ça finit quand même par déboucher sur des mesures qui sont intéressantes. Et je crois que quand on parle du Covid, il faut se rappeler le plan de relance, il faut se rappeler aussi le pacte vert qui a précédé la crise du Covid, on n'y croyait pas. Il faut aussi se rappeler la politique de vaccination et la mettre en parallèle
modèle avec la Chine, dont on vantait à l'époque où nous prenions du retard sur notre vaccination, on vantait les mérites d'une Chine déterminée et qui savait où elle allait. Je crois que rétrospectivement, on s'aperçoit que... Mais là, quand même, l'énergie, c'est quand même un problème important. L'Allemagne avait un modèle économique basé sur une énergie bon marché. C'est mort, la France est en difficulté. On parle de 40 milliards quand même de dépenses de factures énergétiques. Est-ce que l'on pourra passer le cap ou est-ce qu'on est vraiment atteint plus la division, notamment l'attitude par rapport à la Russie et aux États-Unis, les deux sont liés, entre de nouveau ce que Rumsfeld appelait en son temps la vieille et la nouvelle Europe. Alors, on est divisé en Europe, et c'est peut-être là qu'est le principal écueil. On est divisé sur la façon dont on doit soutenir l'économie. Face à la crise énergétique, on a d'abord soutenu les consommateurs. Tous azimuts en France d'ailleurs, et on a peut-être un peu oublié les entreprises. Et c'est vrai qu'il va falloir très probablement accompagner de manière plus déterminée les entreprises dans les mois qui viennent, parce qu'elles sont confrontées à des augmentations sans précédent de leurs factures énergétiques, alors même qu'elles ont la possibilité de réduire ces factures en délocalisant ailleurs, et en particulier aux États-Unis. Donc on a vraiment ce risque de délocalisation, et il faudra, c'est le principal risque auquel auxquels vont être confrontés les Européens dans les mois qui viennent. Il va falloir accompagner les entreprises pour qu'elles puissent continuer à produire sur le territoire européen. Donc ça, c'est un vrai écueil. La question est de savoir comment va-t-on faire, parce qu'encore une fois, il y a les entreprises, il y a les consommateurs. Alors dans les consommateurs, il y a les consommateurs les plus précaires qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Il ne faudrait pas arriver à des situations comme celles qu'on connaît au Royaume-Uni, où vous avez des consommateurs qui n'ont plus les moyens de s'alimenter, ni même de se chauffer, parce que tout s'est mis à coûter trop cher. Donc il ne faut pas oublier le consommateur, mais il est vrai que la situation des entreprises est préoccupante. Et en même temps, on voit que les économies d'énergie ont été extrêmement fortes. Elles se chiffrent à plus de 20%. C'est même au-delà. L'hiver a été doux aussi. L'hiver a été doux, mais ces économies viennent essentiellement des entreprises. Or, les entreprises, hiver doux, hiver pas doux, quand vous devez faire tourner des machines pour produire, vous faites tourner des machines, en fait. Donc, ces économies d'énergie ont été réelles et on s'aperçoit que les projets allant vers une transition énergétique et vers la neutralité carbone s'accélèrent. Donc en fait, on est vraiment à la croisée des chemins. Est-ce qu'on saura prendre le bon chemin, accompagner les entreprises, y compris dans la transition énergétique, et donc accélérer la réduction de nos dépendances à nos importations d'énergie en 2023 ou pas? Et c'est de la réponse à cette question que dépendra la situation économique de l'Europe. On entend aussi beaucoup que le fait que le prix de l'électricité soit fixé au niveau européen pénalise la France. Alors ça pénalise. En fait, le prix au niveau européen a été fixé il y a plusieurs années à une époque où le gaz coûtait très peu cher. Et en fait, on utilisait en priorité les énergies les moins émettrices de CO2 et puis en dernier recours, le gaz. Et on fixait le prix de l'électricité en fonction de la dernière unité, c'est le prix marginal, on ne va pas faire un cours d'économie, mais en fonction de la dernière unité consommée, donc sur le prix du gaz. Pendant très longtemps, ça a été extrêmement avantageux puisque le renouvelable ou le nucléaire coûtait de fait plus cher que le gaz. Sauf qu'à partir du moment où le gaz se met à coûter les tarifs que nous avons connus ces dernières années, il est bien évident que se baser sur ce prix-là pour fixer le prix de l'électricité, c'est totalement contre-productif. Vous vous mettez à payer une électricité extrêmement chère. C'est d'ailleurs là-dessus qu'un certain nombre d'entreprises énergétiques qui sont bien développées sur le renouvelable se sont mises à gagner beaucoup d'argent, parce qu'il faut savoir que pour produire 1 mégawattheure de renouvelable, c'est à peu près 60 €. À l'époque où le gaz coûtait 20 ou 30 €, il est évident qu'on avait intérêt à fixer sur le gaz. À partir du moment où le gaz vaut plus de 100 €, vous gagnez beaucoup d'argent quand vous vendez du renouvelable. Donc il faut penser aujourd'hui une réforme de ce prix de l'électricité. Elle est en cours. Par contre, vous comprenez bien qu'il y a des acteurs économiques qui ont tout intérêt à ce qu'on continue à se baser sur le prix du gaz, parce qu'ils y gagnent beaucoup d'argent. Donc au détriment des consommateurs et des producteurs. Au détriment des consommateurs et des producteurs. Alors, venons-en aux États-Unis. Justement, il y a une inquiétude. Le président Macron s'en est ouvert lors de sa visite d'État aux États-Unis. Les États-Unis ont un plan de relance avec des incitations fiscales qui pourraient à terme venir être tellement attractifs que les entreprises installées en Europe, qu'elles soient américaines ou européennes, quittent le sol européen pour aller aux États-Unis.
Alors, c'est une réalité, mais c'est une réalité qui n'est pas vue du tout de la même manière aux États-Unis. Le président Biden, quand il arrive au pouvoir, il a deux priorités, il a trois priorités. La première, c'est l'affrontement avec la Chine. La deuxième, c'est la démocratie américaine. Et la démocratie américaine, la consolidation de la démocratie américaine, elle passe par un plan qui va permettre d'aider toute cette population qui s'est précarisée au fil des années parce que la mondialisation. La politique des classes moyennes. La politique des classes moyennes inférieures d'ailleurs aux États-Unis, ces gens qui votaient démocrates à une certaine époque et qui se sont mis à voter Donald Trump et républicain. Donc il y a aussi un enjeu politique là-dedans, mais l'enjeu démocratique est omniprésent dans la pensée de Joe Biden. Et le troisième objectif, c'est la lutte contre le changement climatique. Il faut savoir que sur les deux premiers objectifs, la Chine et la démocratie, c'est bipartisan. Donc là-dessus, il sait qu'il capitalise, il sait qu'il va réussir, et c'est là-dessus qu'il a axé l'essentiel de ses mesures, y compris son plan climat. Son plan climat est protectionniste parce que ça permet de répondre aussi aux deux premiers défis. Donc on est vraiment dans cette logique dans le cas des États-Unis, et aux États-Unis, ça ne choque absolument pas, et pour plusieurs raisons. L'une des premières raisons, c'est que le protectionnisme est de retour, il est assumé par tout le monde, y compris en Europe. Populaire aux États-Unis, mais est-ce que c'est pas une atteinte directe? Est-ce que le fait de se dire on est alliés et en même temps, est-ce que c'est pas une politique agressive à l'égard des Européens? Et finalement, est-ce qu'il ne reprend pas finalement la même thématique que Trump à l'égard des économies européennes? Alors, il est dans une politique protectionniste, donc qu'on peut qualifier d'agressive, mais lui, pour des raisons de protection de son économie, de sa population avant tout. Donc, il ne la voit pas comme une agression vis-à-vis des Européens, et en plus dans une démarche et dans une logique où les autres font pareil. On pourrait parler d'un certain nombre de réformes qui sont en cours en Europe et qui sont questionnées par nos partenaires et qui nous accusent là aussi de protectionnisme. Donc, on est dans quelque chose qui est dans une nouvelle étape de la mondialisation qui sera probablement plus protectionniste et il faut s'y habituer. Et c'est plus une question d'alliés ou d'ennemis, c'est une question de je protège en priorité, je défends d'abord mon intérêt national, et ça a toujours été le cas dans le cas des États-Unis, et les Européens ont été peut-être un peu naïfs de penser que ça n'était pas le cas. Je défends d'abord mon intérêt national, parfois par le libre-échange, parfois par le protectionnisme, et après, je discute avec mes partenaires. Est-ce qu'il y a un réel danger de cette nouvelle politique américaine pour les économies européennes? Il y a un réel danger pour les entreprises européenne, effectivement, parce que quand vous mettez en place du protectionnisme et qu'en plus vous êtes la plus grosse économie de la planète, vous créez des distorsions de concurrence, c'est clair. Qui plus est, sa politique protectionniste, elle n'est pas réservée aux acteurs américains, elle est réservée à toute entreprise, à tout investisseur qui accepte d'investir pour la transition énergétique sur le territoire américain. Donc je suis une entreprise européenne, je vais plutôt aux États-Unis. J'ai tout intérêt à y aller, j'ai tout intérêt à me positionner sur le marché américain, tout à fait. Alors là où c'est un petit peu plus inquiétant, mais il faudra voir la mise en œuvre, parce que la mise en œuvre est très politique, c'est le CHIPS Act. Parce que dans le CHIPS Act, cette loi sur le digital et les composants électroniques, dans cette loi, il y a clairement un durcissement du contrôle des exportations. Or, on sait que les Américains, quand ils contrôlent les exportations américaines, ils balayent assez large. Ils contrôlent tout composant, y compris des composants qui seraient sur des produits européens, et donc ils pourraient s'autoriser à interdire aux Européens d'exporter vers la Chine. Et là, c'est beaucoup plus inquiétant parce que ça nous prive véritablement de notre libre arbitre. Est-ce que c'est pas là où la division européenne peut nous coûter cher, puisqu'il y a des pays qui vont se dire bon, ok, notre économies sont un peu menacées par les États-Unis, mais ce sont eux qui nous protègent contre la menace russe, et donc on ne va pas râler contre nos protecteurs. Il est clair que depuis plusieurs années, depuis l'époque Trump, les Européens marchent vraiment sur le fil du rasoir, avec à la fois une prise de conscience de cette guerre économique qui est une tentation assez courante aux États-Unis, et en même temps cette compréhension de nos dépendances vis-à-vis des États-Unis, en particulier sur notre sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne se fait d'illusions en Europe sur cette attitude protectionniste américaine, et en même temps, comme tu l'as dit, on a d'énormes intérêts aux États-Unis, et je rajoute en même temps, on a d'énormes intérêts en Chine aussi. Et donc on voit que l'équation est très compliquée pour les Européens et qu'ils n'ont pas fini de se diviser, parce qu'à la fois on a tous ces intérêts et à la fois on n'a pas tous les mêmes intérêts, ni face aux États-Unis, ni face à la Chine. Venons-en à la Chine, justement. Bien sûr, le duel Chine-États-Unis, c'est le fait géopolitique des années à venir, mais là, la Chine, c'est une page tout à fait nouvelle. On est passé du zéro Covid à
contaminez-vous les uns les autres, et avec un arrêt de l'économie, est-ce que la Chine passe un moment des turbulences aériennes dont elle va sortir, ou est-ce qu'elle plonge directement dans une crise profonde? Alors, lorsque la politique zéro Covid est arrêtée en Chine, vous avez plusieurs économistes qui ont parié sur une reprise très rapide de cette économie, en disant que tous les problèmes de la Chine, c'était la politique zéro Covid, et au fond, tout va redevenir normal, tout va repartir. Alors, c'était en partie vrai. C'est vrai qu'on a certaines entreprises qui ont eu du mal à s'organiser. On a vu un certain nombre de pénuries qui étaient essentiellement expliquées par la politique zéro Covid. Mais il n'y avait pas que ça dans le ralentissement économique de la Chine. Et d'ailleurs, les marchés financiers sanctionnent encore aujourd'hui la Chine. Donc ne parie pas du tout sur un retour de la croissance économique. Il n'y avait pas que ça. La crise immobilière, par exemple, c'est un déséquilibre massif. C'est une bulle spéculative qui s'est créée en Chine. Et qui n'a pas tout à fait éclaté pour autant. Et qui n'a pas tout à fait éclaté pour autant. Donc qui reste comme une épée de Damoclès sur la tête de l'économie chinoise. Le chômage massif des jeunes aujourd'hui, qui atteint quasiment 20% de la jeunesse, qui est un drame pour des familles qui ont énormément investi dans la formation de leurs jeunes, c'est aussi lié à la reprise en main du digital en Chine, qui fait qu'il y a un certain nombre d'acteurs du digital qui soit ont ralenti un petit peu leur activité, n'investissent plus parce qu'ils ne savent pas de quoi sera fait demain. Ça crée une incertitude, en fait, cette reprise en main. Et là, on est au cœur du problème de la Chine. C'est que moi, je me suis toujours posé la question, et beaucoup d'économistes se sont toujours posé la question, comment une économie capitaliste, ouverte et libéralisée pouvait fonctionner avec un régime autoritaire. Et en fait, la réponse, c'est qu'elle fonctionnait parce que le régime n'était pas si autoritaire que ça. Mais au fond, la reprise en main par Xi Jinping de son économie, c'est un peu comme s'il avait franchi une ligne rouge. C'est-à-dire qu'il est allé un petit peu trop loin dans le contrôle de son économie, et le un petit peu trop loin, ça fait que les investisseurs ont peur, les Occidentaux, les entreprises étrangères se désengagent de Chine, rentrent en Europe ou aux États-Unis, et massivement aux États-Unis d'ailleurs, où on voit affluer beaucoup d'investissements. Ça veut dire que les acteurs locaux hésitent à investir parce qu'ils ne sont pas sûrs que ça portera ses fruits, et que du coup ça présente un très grand risque, parce que finalement, quand on n'a pas la liberté, ou quand on a moins de liberté, on ne prend pas de risque. Parce que le risque, c'est de se faire taper dessus, ou si on gagne, de se faire préempter tout ce qu'on a gagné. Donc je crois qu'on arrive à ce point de non-retour, et la question qui se pose pour 2023, c'est est-ce que Xi Jinping sera lâché du lest et saura prendre conscience qu'il est allé trop loin, qu'il a franchi cette ligne rouge ou pas. S'il n'en prend pas conscience, il va encore durcir le ton parce que l'instabilité va s'accroître, et auquel cas, c'est le cercle vicieux. À l'inverse, s'il comprend cela, on peut revenir dans une dynamique de croissance et assainir cette économie. Est-ce que pour les pays européens, il est tenable de continuer cette politique, de dire on est à la fois avec les États-Unis et avec la Chine, ou est-ce qu'il faudra choisir, comme nous le demande de plus en plus avec insistance Washington? Si on continue à se positionner dans cette logique d'affrontement Chine-États-Unis, on devra choisir à un moment donné. Et on devra choisir ne serait-ce que parce que les deux économies fourbissent leurs armes, les deux États fourbissent leurs armes, et qu'à un moment donné, il sera difficile de concilier, de respecter finalement les réglementations des deux pays en travaillant pour les deux pays. Moi, je crois qu'il y a quand même une troisième voie, c'est la voie du reste du monde. Et vous avez un certain nombre de pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine qui commencent à se questionner, à se dire, mais au fond, est-ce que l'affrontement Chine-États-Unis, est-ce que l'affrontement pour la première place de l'économie mondiale, c'est notre combat ? Probablement pas. Dans un monde d'inflation, dans un monde de transition énergétique qui doit absolument aboutir aujourd'hui parce que la question climatique est devenue une question primaire, dans un monde de guerre et d'instabilité, et pas seulement de guerre en Ukraine d'ailleurs, eh bien, il faut peut-être trouver la voie d'une coopération et pas la voie de l'affrontement. Et je crois que les Européens seraient assez sages d'entendre ces voix qui émergent un peu partout dans le monde. Mais est-ce que c'est justement pas ce Sud global auquel tu viens de faire référence qui risque d'être la principale victime des turbulences économiques? C'est très clairement le risque. Ils sont aujourd'hui victimes, et massivement victimes, de l'inflation. Inflation qui, dans le cas des pays du Sud, entraîne une fuite massive des capitaux qui retournent aux États-Unis, puisque la politique monétaire américaine s'est durcie. Les taux d'intérêt ont augmenté aux États-Unis, donc il redevient intéressant d'investir aux États-Unis. C'est exactement ce qui se passait au début des années 80, et la crise de la dette en Amérique latine avait été la conséquence directe de ce phénomène. C'est-à-dire on durcit une politique monétaire,
monétaire, on augmente les taux d'intérêt, du coup les investisseurs retournent aux États-Unis. Donc ça c'est le risque, c'est des situations économiques extrêmement difficiles dans les pays du Sud, quand ça n'est pas le risque de famine parce que les pénuries de produits alimentaires, et on sait que dans des situations extrêmement difficiles, des situations économiques difficiles dans des pays qui ne sont pas encore tout à fait stabilisés sur le plan économique, voire pas du tout stabilisés, où les conflits peuvent émerger assez facilement, le risque géopolitique est décuplé. Et donc l'enjeu, c'est de véritablement prendre conscience de ça et peut-être d'accompagner ces pays pour éviter qu'ils ne sombrent dans une crise dont on paiera in fine le prix. Mais est-ce qu'ils sont coordonnés? Parce qu'on parle d'un Sud global, mais ils ont tous à la fois, ils sont en même temps victimes des mêmes phénomènes, mais ils n'ont pas une coordination. Il n'y a pas un groupe comme auparavant. Il y avait un tiers-monde uni, ce n'est plus le cas. Et c'est toute la difficulté, en fait. C'est toute la difficulté des pays du Sud qui, finalement, ne sont unis que dans une chose, c'est leur opposition aux diktats occidentaux aujourd'hui. Donc, il va falloir dépasser, côté Sud aussi, cette vision des choses et cette vision du monde. On peut probablement y aider par notre attitude, mais il est clair que pour l'économie mondiale, il y a aujourd'hui deux voies, celle de l'affrontement, celle de la coopération. Et face aux défis à relever, je crois que la coopération est probablement plus porteuse. Cette année, l'Afrique du Sud va prendre la présidence tournante des BRICS. Est-ce que les BRICS deviennent de plus en plus un groupe coordonné? On sait que la Russie en fait partie et il y a maintenant de plus en plus de pays qui candidatent pour appartenir à ce club qui peut se définir comme étant non occidental en tous les cas. Oui, la particularité des BRICS, c'est que c'est un groupe de grands pays, de puissance en fait, du Sud, qui a la volonté de construire quelque chose. Je pense au Brésil, je pense à l'époque à la Chine et à l'Afrique du Sud. Il y a cette volonté de construire quelque chose, une alternative en fait à l'ordre économique international tel qu'il préexistait au moment de la fin de la guerre froide. Donc évidemment, c'est séduisant, sauf que quand on y regarde d'un peu plus près, on a quand même des pays qui sont très différents, qui ont des intérêts très différents. Je ne suis pas sûre que ça permette de construire un ordre économique international convaincant. Un dernier mot sur la Russie. Les sanctions, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que l'économie russe, qui trouve d'autres partenaires, est profondément atteinte? Et est-ce que à terme, la Russie va, sur le plan économique, perdre beaucoup de plumes dans la guerre qu'elle a lancée contre l'Ukraine? Alors c'est difficile à dire parce qu'on a très peu d'informations sur la situation économique. En plus, on a à la manœuvre une présidente de banque centrale qui est extrêmement habile et qui a très très bien soutenu cette économie. Il n'empêche que Poutine a fait le mauvais pari quand il s'est engagé dans cette guerre parce que pour éviter le déclin, c'est beaucoup plus efficace. Il suffit de regarder la Chine, de parier sur l'économie que de parier sur la guerre. Il ne l'a pas fait, il ne l'a pas compris. Donc aujourd'hui, on a du mal à comprendre ça parce que l'économie est l'importance de l'économie dans la puissance de la Russie est largement sous-estimée et négligée par les Russes et la Russie. Du coup, il y a très peu d'informations qui sortent et on a très peu de visibilité sur ces choses-là. Il n'empêche que ces sanctions auront inévitablement des conséquences économiques Ça majeures. risque de renforcer le côté station d'essence avec des fusées. C'est-à-dire que c'est quand même les secteurs technologiques, tous ces jeunes qui sont partis, les centaines de milliers de Russes qui ont quitté la Russie par opposition, par peur de la guerre, vont autant frapper la Russie que les sanctions occidentales. Complètement, complètement. On a une économie effectivement qui se délite et qui continuera à se déliter. L'enjeu va être l'après-guerre, si un jour il y a un après-guerre, parce que la question économique est une question, et on est bien payé pour le savoir en Europe, est une question fondamentale de la reconstruction et de la pacification, de la stabilisation après-guerre. Donc ça, ce sera une question véritablement à se poser après, de bien identifier les conséquences économiques qu'ont eu ces sanctions et d'essayer d'y répondre pour éviter qu'une nouvelle guerre ne se produise si tant est qu'un jour cette guerre s'arrête. Merci Sylvie pour cet éclairage de début d'année qui va nous permettre de l'aborder avec un peu plus de clés de compréhension.